Salut à tous, c'est Julien pour une nouvelle petite critique. Aujourd'hui, nous nous attaquons à AI, intelligence artificielle. Steven Spielberg. Il suffit de ce nom pour éveiller 1 milliard de souvenirs inébranlables dans l'esprit des spectateurs. Elliot et E.T. sur leur bicyclette. Des vaisseaux extraterrestres qui communiquent avec nous grâce à la musique. Un T-Rex qui s'échappe de son enclos. Un couteau qui pénètre lentement la peau d'un soldat. Oscar Schindler qui, en pleurant, se dit qu'il aurait pu sauver plus de personnes. Steven Spielberg, c'est tout ça, et bien plus encore. Alors évidemment, après 32 films et 44 ans de carrière, Spielberg est le sujet de nombreux débats. Quels sont ses meilleurs films, ses films les plus importants, ses films mineurs, ses films décriés? Et à mon grand regret, il semblerait qu'AI, intelligence artificielle, fasse plus partie de ces deux dernières catégories, au vu de ses notes sur les divers sites de cinéma et des critiques, pas vraiment à la hauteur d'un film de Steven Spielberg. Aujourd'hui, il est temps de redonner ses lettres de noblesse à AI, d'expliquer pourquoi il est dommage de considérer ce long métrage comme mineur, et au contraire, pourquoi il mérite de faire partie de tous ses souvenirs, pourquoi il est nécessaire de voir en lui un des meilleurs films de son créateur. Et je dis bien son créateur. Quoi qu'on en dise, AI n'est pas un long métrage de Stanley Kubrick, car oui, le film était à la base son projet, et suite à son décès en 1999, Spielberg prend les rênes, puisque c'était le souhait de son ami Kubrick. Je ne vous ferai donc pas le supplice d'énumérer les idées venant de Kubrick et celles venant de Spielberg. De toute façon, ce dernier l'a dit lui-même, AI est son film, il se l'est approprié parce que c'est ce que Monsieur Kubrick aurait voulu qu'il fasse. On suit donc pendant le film David, un enfant méca, nom donné à des robots, essayant de s'intégrer dans une famille qui attend que leur fils guérisse de sa maladie. Mais lorsqu'il revient à la maison, David est de plus en plus mis à l'écart, jusqu'au jour où sa maman Monica décide de l'abandonner. C'est ce qui constitue la première partie du film. Dès lors, Spielberg nous met face aux divers questionnements propres à ce genre de récit de science-fiction. Tout d'abord, l'introduction du film souligne que l'humanité connaît une crise importante. Les migrations, la fonte des calottes glaciaires, les océans qui ont englouti les villes, la limitation des naissances et donc le recours à la robotique. Si tous ces thèmes sont prophétiques, ils ne sont utilisés ici que comme décor qui mettra en avant le cœur du film, la quête d'identité d'un robot qui ne cherche qu'à être aimé et reconnu après avoir été abandonné, lors d'une scène qui ferait pleurer n'importe quel être humain doté d'un cœur. No, Mommy, please, no. Please, no, Mommy, no. David, I'm sorry, I'm not real. If you let me, I'll be so real for you. Dans sa construction, le film est donc divisé en deux parties et connaît presque un changement de ton lors de l'amorce de la seconde partie. Si la deuxième partie se concentre sur la quête de David, la première heure se focalise sur un aspect plus psychologique et réaliste, enchaînant les scènes plus dérangeantes les unes que les autres. Ce malaise qu'éprouve le spectateur provient évidemment du fait que David, dans son comportement, fait faux, fait programmer pour aimer, singeant presque les attitudes puériles des enfants de son âge, jouer à cache-cache, déranger ses parents au mauvais moment, etc. Et Spielberg regorge d'idées pour rappeler systématiquement le fait que David n'est qu'une machine. Le plus marquant reste la scène où le méca mange des épinards et dérange donc son système interne. Son visage commence alors à se déformer, donnant un aspect monstrueux à l'enfant robot. Cette capacité à faire en sorte que l'image s'imprime dans la tête du spectateur est due à Janusz Kaminski, directeur de la photographie ayant collaboré avec Spielberg de nombreuses fois auparavant. Afin de ressentir la progressive mise à l'écart de David, Kaminski isole souvent le personnage, le film à travers des vitres déformantes, en le centrant au milieu d'un lustre ou en insistant sur sa solitude lorsque David s'enfonce dans l'eau de la piscine. Si le fait que David n'arrive pas réellement à s'intégrer est, dans un premier temps, difficile à supporter pour le reste des personnages, la tendance finit par s'inverser lorsque l'on se rend compte que David n'est finalement qu'un martyr, fonction soulignée par la position qu'il a lorsqu'il sombre dans l'eau, les bras ouverts. Mais on finit par croire à la sincérité de ce robot. On finit par croire que cette quête qui consiste à trouver la fée bleue de Pinocchio pour être transformé en vrai petit garçon n'est pas une illusion. On finit par penser qu'il a dépassé les codes de sa programmation, qu'il est libre et qu'il suit sa quête parce qu'il a décidé de la suivre. C'est du moins ce que laisse entendre la deuxième partie du film, lorsque le professeur Hobby, son créateur, lui révèle que cette quête est en effet le fruit de sa volonté. She would make me a real boy. But you are a real boy. Cependant, David fait également face à sa condition et à son origine qui lui sont expliquées, tout cela sublimement illustré par quelques plans franchement troublants où la question de l'identité embrasse tout son potentiel et devient réellement puissante. I can't hear you. I'm dead!
David finit par trouver ce qui s'apparente à être la fée bleue et prie pendant une éternité pour qu'il devienne un vrai petit garçon. 2000 ans plus tard, il est recueilli par des robots qui ont évolué et se sont émancipés de l'homme qui a disparu, offrant une belle conclusion aux thématiques abordées en début de film. Là où les robots voient en David une source d'information extraordinaire, ce dernier n'a qu'une seule envie, retrouver sa maman. Ce qu'il arrive à faire lors d'une sorte de simulation orchestrée par les robots. David peut profiter une dernière journée de sa mère. À la fin de cette journée, il s'endort avec elle et meurt symboliquement. C'est grâce à cette fin qu'A.I. devient réellement un film important chez Spielberg. S'il nous gratifie de ses thèmes habituels, l'enfance, l'abandon, les familles dysfonctionnelles, etc., A.I. arrive à surprendre dans sa tonalité globale, qui est d'une profonde mélancolie, appuyée par une conclusion douce et amère, pleine d'émotions, comme Spielberg a l'habitude de faire. C'est aussi pour cela qu'on retient la filmographie de Spielberg. Il s'essaie à tous les genres, maîtrise et s'affranchit parfaitement de tous les codes. La quête de David est finalement la quête que nous suivons tous, celle de la reconnaissance, celle de l'amour. En s'accomplissant, David n'est plus un robot, il est un vrai petit garçon. Il dépasse son statut artificiel. Lors de la scène de l'arène où David est capturé, une scène bourrée de visuels franchement dérangeants et violents, le personnage de Brendan Gleeson, orchestrant l'Holocauste robot, justifie ses actions en disant que l'humanité est égale à ce qui est vrai et le robot est égal à ce qui est artificiel. David prouve cependant qu'il a plus de sincérité et d'humanité que les humains eux-mêmes, parce qu'il aime. Si les humains ont disparu, c'est peut-être parce que, au lieu de prendre le temps d'aimer, ils n'ont fait qu'haïr. Il me semble également important de souligner la performance absolument incroyable d'Haley Joel Osment, qui arrive à vous faire passer du rire aux larmes en un clin d'œil. Une performance d'enfant qui a rarement été égalée. Le mérite revient aussi très certainement à Spielberg lui-même, prouvant qu'il est également un grand directeur d'acteurs. Notons aussi que la musique de John Williams est comme d'habitude sublime. C'est pour toutes ces raisons que j'ai décidé d'attribuer un 18,5 sur 20 à AI Intelligence Artificielle. Oui, encore la même note. Mais merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et si vous voulez nous partager votre avis dans les commentaires, on sera ravis de les lire. À la prochaine!